Bonjour, donc merci de m'accueillir ici à Trois-Rivières. Donc en effet, je suis ici pour partager avec vous les travaux que j'ai menés dans le cadre de ma thèse qui s'intitule « Usage BIM et métiers du bois ». Donc dans le cadre de ces travaux, j'ai utilisé 3 supports de réflexion. Le premier, c'est la filière bois française. Et donc j'insiste bien sur cette dimension filière bois et non pas filière forestière, puisque nous on considère qu'on a une seule et même filière qui inclut la forêt, le bois et la construction. Le deuxième support de réflexion, ça a été le BIM, BIM pour Building Information Modeling. Je pense que vous en avez déjà entendu un petit peu parler ce matin avec Hervé. Et le troisième support, c'est la question de la gestion de l'information. Donc du coup, j'ai fait une combinatoire de ces 3 composantes pour explorer un petit peu les usages BIM, les usages qu'on peut faire du BIM, et vous proposer une approche un petit peu innovante appliquée à une filière. Donc d'abord, des éléments pour comprendre pourquoi on a des spécificités, nous, en France, sur notre filière bois. Donc je l'ai comparé avec votre filière à vous, la filière canadienne. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé ce support qu'est la filière bois française comme un support d'exploration. On a parlé ce matin des filières d'excellence avec la région Normandie. Il se trouve que notre filière bois n'est pas forcément une filière d'excellence et vous allez le comprendre. Là où au Canada, vous avez 75% de résineux, nous en France, on a 70% de bois feuillu. Votre forêt relève principalement du domaine public à hauteur de 94%, où nous en France, on a une forêt qui relève du domaine privé puisqu'elle appartient en grande partie à des petits propriétaires forestiers. Donc vous avez des surfaces forestières qui sont immenses, alors que nous on a des surfaces forestières qui sont morcelées et les 3/4 d'entre elles font moins de 10 hectares. Ce qui fait qu'on a quand même un avantage à cela, c'est qu'on a été protégé de la coupe à blanc de bois en forêt, du fait de ces petites parcelles qui nécessitent d'avoir un millefeuille administratif et juridique et qui les rend finalement peu accessibles à l'intervention de chantiers forestiers. Vous avez une accessibilité des massifs forestiers, ce qui permet de faire des interventions avec des appareils mécanisés, là où nous, on a des sites qui sont assez peu accessibles, puisqu'on a des massifs forestiers qui sont sur les reliefs, comme les Alpes, les Pyrénées ou le Massif central. Et en plus, ces sites sont souvent protégés. On trouve de plus en plus, grâce notamment au numérique, des sites archéologiques qui se trouvent sous les forêts et qui nous obligent à faire appel à des systèmes de prélèvement du bois qui sont beaucoup plus légers, et notamment du prélèvement par câble aérien. Ça se fait de plus en plus. Donc ceci a pour conséquence des conséquences économiques, puisque notre filière bois est déficitaire au niveau de la balance commerciale d'environ 6 milliards d'euros, et cela depuis presque 30 ans. Là où vous avez une balance commerciale largement bénéficiaire. On a aussi des conséquences qui relèvent plus du volet social, puisqu'en fait le bois feuillu a été détourné de la consommation du bois dans la construction, puisqu'on utilise environ 80% de résineux dans la construction aujourd'hui, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à valoriser notre bois feuillu, et ce qui oblige les structures, les entreprises françaises qui transformaient le bois par le passé, à fermer, faute de trouver des débouchés. Donc une conséquence sociale qui entraîne également une perte sèche des savoir-faire. Donc on y viendra un petit peu par la suite sur ce point. La troisième conséquence, une conséquence environnementale, puisque ce bois feuillu, il est arrivé à maturité, donc on le vend malgré tout à d'autres acteurs et notamment à des marchés internationaux qui transforment le bois et que nous réimportons sur notre territoire. Donc du coup, l'empreinte écologique, l'empreinte environnementale qui est liée à la transformation du bois et notamment à son transport est 17 fois plus élevée pour un bois qui est transformé par exemple en Chine par rapport à un bois qui serait transformé localement sur notre territoire. Donc tout ça m'a amené à avoir une réflexion sur l'ensemble de la filière, à essayer de comprendre pourquoi finalement on en arrivait là et comment le BIM pourrait être un levier, un moyen de trouver des solutions pour essayer de restructurer cette filière. Alors, le BIM, vous en avez déjà entendu parler un petit peu ce matin. Donc, c'est un format d'échange qu'on appelle IFC, Industry Foundation Classes, qui est une norme ISO 16739 et qui a pour but d'assurer les échanges entre les logiciels métiers du bâtiment.
Donc ce format IFC, il intègre une représentation géométrique en 2D ou en 3 dimensions, et également une base de données descriptive pour chacun des composants du bâtiment. Cette base de données, elle est également reliée aux autres bases de données des autres composants du bâtiment, ce qui fait qu'on peut, alors là c'est une extraction d'une visionneuse 3D qui est gratuite et disponible sur Internet. Je vous invite à explorer ce genre d'outils. Donc on a un bâtiment et vous voyez des petites bulles en fait, qui sont des commentaires qui indiquent des collisions, des non-qualités, et qui permettent, grâce à la maquette numérique, et à la communication entre les acteurs, de comprendre pourquoi il y a une malfaçon à un moment donné dans le bâtiment, ce qui nous permet de mieux gérer les non-qualités en amont du chantier. Donc j'ai fait un zoom là sur une des bulles, et il se trouve qu'il y a une gaine d'aération qui rentre en collision avec une autre gaine d'un fluide. Et donc elle permet d'informer les bureaux d'études qui sont concernés de par leur corps de métier, d'intervenir directement sur la maquette numérique du bâtiment. Donc là c'est juste une petite aparté pour comprendre un petit peu les usages qu'on peut faire du BIM. Et donc le BIM concerne un ensemble de corps de métier de la construction. Ils ne sont pas tous représentés ici parce qu'on peut imaginer que d'autres acteurs interagissent avec le BIM. Mais aujourd'hui, dans le monde du BIM, on parle de 7 dimensions. C'est important de partager avec vous cette notion parce qu'en fait, elle fait référence à l'ensemble des informations qu'on peut utiliser selon où on se trouve en tant qu'acteur dans la chaîne de la construction. Donc, il y a les informations qui relèvent de l'information géométrique en 2D, 3D. On a également des informations qui relèvent de la planification, de la programmation, du coût de chantier. Et comme chacun sait, le temps, c'est de l'argent. Donc, cette dimension temporelle, elle est importante. Il y a une dimension économique aussi qui est liée au coût des matériaux, qui nous permet de scénariser en fait plusieurs possibilités de choix sur, par exemple, un choix entre une menuiserie aluminium et une menuiserie bois, qui peut avoir un écart de coût d'investissement au départ, mais quand on analyse le cycle de vie du bâtiment, on va se rendre compte, grâce à cette analyse économique de la menuiserie, que le choix il peut être différent de par le coût que ça peut représenter tout au long du cycle de vie. Donc ça, c'était pour la 5D. On a aussi des informations qui relèvent de la performance énergétique du bâtiment. Donc là, toujours dans une volonté de scénariser et puis de prendre des décisions, notamment quand on est gestionnaire de patrimoine, on va pouvoir simuler, via des logiciels métiers qui intègrent l'IFC, on va pouvoir scénariser les différentes possibilités de choix à la fois sur les matériaux, de circulation, de performance globale thermique du bâtiment. La 7D, elle concerne les gestionnaires et notamment tout ce qui concerne les opérations d'exploitation et de maintenance du bâtiment et qui n'est pas négligeable dans le bâtiment puisque cette phase-là concerne environ, on va dire, une cinquantaine d'années dans le cycle de vie du bâtiment, là où la partie conception et construction ne concerne un champ d'application qui varie entre 2 et 5 ans. Donc c'est vrai que l'usage de la maquette numérique du bâtiment en phase conception est très concentré et concerne beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans la réalisation de cette maquette. Mais finalement, l'usage qu'on peut en faire, il dure toute la vie du bâtiment. Et l'objectif, c'est de pouvoir implémenter de l'information tout au long de son cycle de vie pour toujours faire les meilleurs choix jusqu'à sa destruction et la valorisation des déchets. Alors, la troisième composante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de considérer que le BIM, ça pourrait être un continuum d'informations. Donc, donc là, je reviens à la filière bois, je ferme la parenthèse définition du BIM. J'ai considéré en fait que le BIM était un support à l'information et que via l'IFC, via toutes les informations qu'on peut intégrer dans le format IFC, je me suis dit, ça pourrait peut-être être intéressant de voir comment on pourrait valoriser les métiers qui sont positionnés à l'aval de la filière. Donc chez nous, il y a des métiers qui concernent la construction bois, avec les menuisiers et les charpentiers qui sont en nette perte de vitesse dans l'économie de la construction, pour tout un tas de raisons. Donc moi, mon corps de métier se situe notamment sur cette dimension compétences, et j'ai voulu faire un transfert de l'utilisation des SIG, donc faire de la cartographie comme vous le faites sur les territoires et de l'appliquer au métier. Donc moi, mon métier consiste à faire de la cartographie des métiers.
Et dans le cadre de mon activité, je prélève tous les savoir-faire, les savoirs et le savoir-être qui sont nécessaires au métier de l'artisanat dans le bâtiment. Alors je l'ai fait aussi dans le domaine du bûcheronnage. Et donc à travers cette cartographie des métiers, j'ai transposé ça dans une base de données que j'ai appelée le système d'information des compétences. Et j'en ai fait une plateforme numérique de compétences. Et après, j'ai eu l'idée un peu folle dans la conduite de mes travaux, de me dire, finalement, si on utilisait le BIM comme un support de formation pour ces métiers qui sont situés à l'aval de la filière. Donc du coup, on a exploré un petit peu le champ d'application. Et dans le format IFC, qui est en version 4 aujourd'hui depuis 2016, on a la possibilité d'intégrer une URL qui ouvre sur la plateforme de compétences. Et donc aujourd'hui, on se retrouve... Alors, je reviendrai dessus après. On se retrouve à avoir la possibilité d'avoir donc cette représentation, par exemple, d'une charpente traditionnelle, un IFC d'une charpente traditionnelle. On intègre une URL et de là, en fait, on bascule sur une plateforme de compétences qui nous permet de capitaliser les savoir-faire qui sont liés au métier du charpentier, mais également qui devient un outil support à la formation et à la capitalisation de ces savoir-faire. Alors, ce système, je l'ai appliqué au domaine forestier, puisqu'il y a des grosses demandes dans ce domaine-là en France, vu qu'on est encore sur des techniques d'abattage manuel, comme je l'ai expliqué au départ. Donc cet outil, on l'a commercialisé. Maintenant, il est vraiment en train de prendre de l'ampleur, d'autant plus qu'on est en pleine réforme de la formation actuellement. Donc l'application des SIG, je l'ai appliquée, on va dire, à la partie aval au métier. Et après, j'ai continué d'explorer chemin faisant sur l'ensemble de la filière bois. Et donc, j'ai commencé à me dire, tiens, finalement, si ce dispositif, on le transposait maintenant sur l'amont de la filière et plutôt sur le domaine forestier. Alors, il se trouve que chez nous, on a une sorte de régionalisme architectural où chaque région a ses spécificités et fait appel à des essences qui sont nobles. Et donc, du coup, l'idée, c'était de se dire, finalement, comment on pourrait valoriser notre ressource feuillue à travers l'IFC. Donc, en fait, l'IFC, c'est une base de données dans laquelle on peut intégrer beaucoup d'informations. Et donc on s'est dit, ce serait peut-être pas mal, plutôt que de voir tout le temps dans les IFC bois, de voir du sapin, de l'épicéa, du résineux, ce serait bien que nous aussi on commence à intégrer de la donnée sur du feuillu, sur le moment où il a été coupé, abattu, son premier usage également. Là vous voyez que en haut au milieu, il y a une charpente d'un ancien corps de ferme qui se trouve en région Bourgogne, et qui était vouée à disparaître. Et en fait, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de la réutiliser et d'en faire un IFC, un IFC charpente, et de pouvoir le réinvestir sur un nouveau bâtiment. Ce qui fait que là, on intègre la dimension cycle de vie du bâtiment en utilisant cet IFC charpente et en le réimplantant sur un nouvel IFC d'un nouveau bâtiment. Et là, en l'occurrence, il s'agissait d'un gymnase. Donc voilà un petit peu comment on peut imaginer de valoriser le bois à travers l'IFC. Et donc l'idée, ce serait qu'à travers cette valorisation, on crée une base de données qu'on pourrait appeler le système d'information du bois et qu'on intègre l'ensemble des caractéristiques qui sont propres à chacune des essences qui existent sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette exigence, cette normalisation qui est bien développée pour la partie bois résineux, mais pour lesquels on rencontre des verrous concernant le développement du bois feuillu. Donc il faudrait qu'on arrive à avoir une base de données qui soit beaucoup plus conséquente pour valoriser aussi le bois feuillu. Si on arrivait à mettre en place ce système d'information du bois, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis ici et je partage ça avec vous qui êtes bien placé au niveau mondial en matière d'export de bois, l'idée ce serait de pouvoir optimiser le bois à travers les différents cycles de vie du bâtiment, d'analyser également ses caractéristiques mécaniques en ayant, grâce à la maquette numérique du bâtiment, une analyse précise de comment le bois évolue à travers ses différents usages dans le bâtiment. Et donc cette base de données nous permettrait d'implémenter de l'information et de voir comment on pourrait réinvestir les composants bois dans d'autres cycles de vie de bâtiment.
On pourrait aussi avoir des analyses selon les périodes d'abattage, le niveau de séchage, le taux d'hygrométrie, les essences, mais aussi la géolocalisation, ce qui permettrait de valoriser du bois local et de limiter l'impact énergétique sur du bois qui fait le tour de la planète. On pourrait ainsi réduire l'énergie grise qui est consommée et favoriser les circuits de proximité, qui chez nous, en France, sont très demandés. Les clients sont très demandeurs d'avoir de la transparence sur ces circuits courts et de s'assurer que les achats qu'ils font sur un parquet en chêne massif a bien été du bois qui a été prélevé en local et transformé en local. Et aujourd'hui, on n'a pas les outils qui nous permettent de le faire. Ça nous permettrait également de contrôler la consommation du bois et de la réguler et d'assurer le renouvellement forestier de manière raisonnable et raisonnée. Alors il existe, je pense que vous maîtrisez ça bien mieux que moi, des outils comme le lidar terrestre qui chez nous pourraient prendre vraiment un intérêt et un engouement important. Puisque vu qu'on est sur un système de prélèvement du bois qui est très sélectif, on pourrait améliorer la connaissance concernant la croissance des bois sur pied, et envisager un cycle forestier qui sera beaucoup plus poussé. Donc l'idée, toujours avec la mise en place de ce système d'information du bois, ce serait de nourrir, via les données LIDAR, la connaissance concernant le bois sur pied pour mieux le répartir sur les différents marchés du bois et donc satisfaire à l'ensemble des acteurs de la filière. Voilà, donc comment passer du système d'information du bois au SIG ? Donc l'idée, ce serait aussi de référencer le bois qui est disponible en Syrie. Comme je vous le disais, on a beaucoup d'unités qui ont fermé et pourtant on a encore du bois qui reste en stock et qui n'est pas utilisé. Donc il y a déjà un gros travail de cartographie des bois disponibles à faire. Orienter les composants de l'arbre en fonction des produits, en prenant garde également à préserver le sol forestier et préserver un certain équilibre écologique sur les sols forestiers pour assurer la pérennité des forêts. Comptabiliser le bois et les essences disponibles sur pied pour mieux les gérer, scénariser, et c'est là où les SIG auraient, à mon sens, un travail à faire, scénariser la croissance actuelle pour évaluer les consommations futures. Là, je fais juste une parenthèse sur le marché chinois. C'est le pays qui transforme le plus de bois dans le monde, et pourtant, il ne prélève pratiquement pas de bois sur... Ah, je vais finir sans. Ouais. Vous m'entendez? Ouais, vous regardez un petit peu plus fort quand vous en faites. Et pourtant, donc, ils ne prélèvent pratiquement pas de bois sur leur territoire. Ils utilisent le bois qui vient du Canada, qui vient de France, qui vient de Scandinavie. Et ils le transforment et on le réimporte. Et pendant ce temps-là, en fait, ils continuent de planter des forêts pour assurer d'ici 50 ans le poumon vert de l'humanité. Donc moi j'appelle aussi à votre attention parce qu'aujourd'hui on assiste, on est spectateur de ça et on est aussi acteur en faisant la promotion du bois. Mais finalement dans 50 ans quand on fera le bilan du bois qui reste sur notre territoire, je pense qu'il sera trop tard. Donc les SIG ont peut-être aussi intérêt à se pencher sur cette dimension-là. Et l'idée aussi ce serait d'assurer la traçabilité numérique des arbres depuis la plantation jusqu'à leur destruction en passant par le bâtiment. Et c'est là où le numérique pourrait être une réponse adéquate pour assurer cette traçabilité. Et pourquoi pas intégrer la blockchain. Voilà, donc pour conclure, vous l'avez compris, moi j'ai utilisé l'information comme un support à la mobilisation des acteurs de l'ensemble de la filière sous l'angle du développement durable avec la dimension économique, sociale et environnementale. Et l'idée, c'est d'utiliser le BIM comme un catalyseur de l'information et de le transposer à l'ensemble d'une filière. Donc, je l'ai fait pour la filière bois, mais on pourrait le dupliquer à d'autres filières, pourquoi pas. Et donc, voilà, c'était un exemple que je voulais partager avec vous ce matin. Voilà, si vous avez des